Hello boys and girls, make painting great again. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser de nouveau à notre ami Howard Pyle, grand illustrateur américain et professeur également puisque il a notamment formé des gens comme Nathaniel Connors Wyeth, le père d'Andrew Wyeth, qui si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir immédiatement sur internet et ailleurs l'immensité de ces artistes. Et donc nous continuons à nous intéresser à Howard Pyle et à cette façon de peindre, cette façon que l'on appelle illustrative. Il s'agit la plupart du temps en fait de peinture à l'huile réalisée sur toile, exactement à la façon dont on ferait une peinture, on va dire, traditionnelle. À ce sujet, je voulais revenir sur l'affaire de la première couche, que cette fois je vais associer à une autre affaire extrêmement importante dans l'histoire de l'art, qui est celle de l'esquisse peinte. Plein de termes italiens pour le décrire, le bozzetto, le modello, même le ricordo qui est en fait une peinture a posteriori qui est effectuée généralement en plus petit format et toujours à la prima, donc de façon extrêmement rapide comme ça et à frais. Donc un enregistrement d'une peinture qui a été vendue, livrée à un commanditaire, etc. Soit pour les besoins de l'artiste lui-même, soit pour éventuellement un autre commanditaire. Bref, très intéressant. C'est quelque chose qui se pratique plus. Moi, j'ai déjà fait une fois ou deux. Quelque chose qui est considéré donc aujourd'hui comme esquisse peinte et qui, à partir de Fragonard, va vraiment gagner des lettres de noblesse et va gagner en autonomie, presque en tant que genre, et qui va connaître vraiment son explosion avec le romantisme, avec des gens comme Henner, Delacroix, etc., qui vont avoir des peintures entières, des peintures finies, des peintures de chevalet, des peintures exposées, mais qui vont avoir une forme d'aspect comme ça, très lyrique, comme ça, très esquisse peinte, etc. Je vous en passe des meilleurs, des morts de Sardanapale ou des différentes nymphes et rouquines de Henner. Ça va inspirer aussi des Courbet, beaucoup de peintres comme ça qui vont donc connaître vraiment une sorte de renouveau lyrique quasi abstrait, très impressionniste avant l'heure. Cet aspect-là, je vous invite vraiment à le pratiquer en première couche. Cette première couche doit être exacte en termes de dessin, de la construction, de la composition, de la lumière, doit être exacte au niveau donc de la couleur aussi. Les couleurs doivent être placées de façon relativement binaire et aller dans l'endroit de la lumière et de l'ombre exactement où il faut. C'est presque du painting by numbers, c'est-à-dire la peinture vraiment on place un ton, quel qu'il soit, à l'endroit prévu pour lui. Et donc cette première couche doit vraiment avoir un aspect extrêmement artisanal, on en a parlé la dernière fois. Et en troisième, je dirais qu'il faut qu'il y ait une notion dynamique. Cette toute première couche, elle ne doit pas être obligatoirement extrêmement lisse. Voilà, elle doit être placée au bon endroit, certes, mais elle doit avoir une certaine dynamique. C'est-à-dire pas un truc au rouleau forcément, une certaine vitalité, une certaine énergie, qui va nous servir à établir donc une deuxième couche d'une façon optimale. C'est-à-dire qu'il soit à la fois modelé, mais en même temps avec cette espèce de dynamique sous-jacente un petit peu dans des eaux profondes. Si vous regardez les carnations de Rubens, par exemple, il y a tant de choses qui se passent sous cette dernière couche que justement ça donne toute la vie à cette carnation et toute la sensualité. Mais alors, on va regarder là, on va se faire un petit topo sur ce que c'est que cette première couche et que je mets donc en parallèle avec l'aspect de l'esquisse peinte. On va regarder des peintres comme Fragonard, Boucher et autres, comment certains peintres s'y prenaient pour effectuer une première couche, puis ensuite pour avancer dans l'œuvre. Il y a, je dirais quand même, deux façons, et je vais conclure par ça. Par les masses, de façon extrêmement générale, sur l'ensemble de la toile, dans un mode extrêmement dynamique, le mode du bozzetto, le mode de l'esquisse peinte, mais en première couche, puis ensuite en deuxième couche par glacis, un recouvrement toujours aussi général, avec évidemment des gestions différentes de surface. Puis il y a une façon d'aborder les choses extrêmement partielles. Je vous donnerai juste à titre d'exemple une très très belle peinture de Réatu qui est inachevée, qui est restée inachevée et qui est un véritable trésor pédagogique pour nous parce qu'elle nous montre la façon dont le peintre s'y prenait et qui était à peu près le contraire de ce que je suis en train d'indiquer, mais les contraires avec quand même des choses.
Regardons d'abord ce magnifique portrait de Louis-Jacques Durameau. Tout y est, la dynamique du visage et la morphologie est soulignée par le geste, extrêmement vital. Et ensuite, l'étude donc du verrou de Fragonard. Tout y est dans cette étude absolument magnifique. La couleur, les lumières, tout est placé et tout est prêt comme pour accueillir un définitif geste qui souligne bien la dynamique et la nature des objets. Alors plus tard, il va vraiment asseoir ce geste et il va en faire quelque chose de définitif. Regardez cette main à la prima, splendide. Peu d'entre nous sont capables d'exécuter une main de cette façon. Que dire de Nicolas Guy-Brené, qui lui va opter pour quelque chose de beaucoup plus sage, placé de façon scientifiquement très exacte, au bon endroit, lumière, ombre, tout y est. Le grand Chardin, lui, est délicat et raisonnable, il préfère vraiment assurer le coup pour pouvoir ensuite continuer et bien progresser dans sa peinture. C'est un petit peu la même chose ici pour Tony Robert Fleury. C'est une véritable possibilité de commencer à vraiment bien placer les choses au détriment éventuellement d'un grand lyrisme. Et alors, le cas Jacques Créatu, magnifique. Regardons, c'est semblable peut-être un petit peu à David, où finalement le dessin est extrêmement précis au départ, mais que ça ne dispense pas de dynamique. Même s'il faut ensuite faire des jonctions, regardez les jonctions encore à effectuer par des sfumatos entre différents objets. Mais on peut vraiment constater une véritable dynamique, même si le dessin au départ est un dessin très précis. A mailboy's life is a lonely life, riding the hills and the plains. And there ain't no pill in the doctor's book to cure the lonesome pains. I'm just on time and I'll stay on time if my lonesome heart don't fail. There's that pretty little girl again, and I've got to carry the mail. Hold old paint while I straddle old ball, and I'll get along the trail. I ain't got time for to talk to you now, cause I've got to carry the mail. The moon is light and your eyes are bright, and I'd love to tell you a tale, but I ain't got time for to talk to you now, cause I've got to carry the mail. D'abord, il s'agit de faire le nettoyage de la maison, de confirmer un petit peu les contours, et j'attaque d'abord avec un ton sombre qui est composé d'un petit peu de brun, un tout petit peu de noir et un tout petit peu de bleu. Je vais densifier donc tous ces noirs et grâce donc à la dynamique de la première couche, je vais pouvoir varier, jouer avec la première couche. Il ne s'agit certainement pas de faire un recouvrement général. Faites très attention dans cette deuxième couche, il est extrêmement important pas seulement de faire, mais aussi de ne pas faire, de se servir de ce que nous avons déjà acquis. Là, par exemple, je varie, je fais une chaussette un tout petit peu plus verdâtre. Puis la chaussure, je vais essayer évidemment d'aller un petit peu autour de la boucle, etc. et travailler légèrement par réserve également. Je suis toujours dans des couches assez maigres. Une couche maigre plus sèche évidemment, plus une autre couche maigre par-dessus, cette fois fraîche, égale une couche relativement dense. Deux couches, c'est très certainement très souvent mieux qu'une seule couche extrêmement épaisse. Je reviens sur le loup, cette fois avec un ton un petit peu plus modéré, donc avec un petit peu plus de blanc, donc j'obtiens un gris. On se sert toujours de ce qui existe sur la palette. J'ai déjà une forme de noir un petit peu froid sur ma palette. J'y ajoute un tout petit peu de bleu et de blanc et j'obtiens donc cette couleur grise du loup que j'effectue là. Maintenant, je m'attelle au visage, je vais assombrir un petit peu là où il faut l'assombrir, toujours avec le même ton assez maigre. Vous voyez là, je vais varier un petit peu, je vais introduire un tout petit peu de terre de sienne de mon ton qui existe déjà sur la palette et qui est légèrement noir brunâtre. Puis je vais effectivement également essayer d'introduire un certain nombre de détails. Je reviens sur les mains, je dessine un petit peu avec le pinceau fin. Là, mon travail est essentiellement fait au pinceau fin. Je reviendrai un petit peu avec un pinceau plus épais sur la neige, mais globalement, il s'agit de pinceau fin. Là, voilà. On va dire que presque 80% de ma peinture est déjà complète. Maintenant, il s'agit de promouvoir, de monter les détails, d'augmenter la définition des choses. Avec le petit pinceau globalement, avec un ton plus blanchâtre, là je vais, gris blanchâtre, je vais essayer de donc apporter un petit peu plus de détails linéaires à la bouclette, aux dentelles, des vêtements, etc. Et quand j'ai ce ton-là sur la palette, quand j'ai par exemple un ton grisâtre, blanchâtre, etc., je vais m'occuper de tout ce que je vois dans ces tonalités-là sur la peinture. Et s'il faut
J'opère des passages doux entre les couleurs, d'un ton grisâtre un peu foncé et froid, je passe à un ton un petit peu plus chaud, avec un tout petit peu de terre de sienne pour effectuer toutes les petites branches, etc. Donc il ne s'agit pas de sauter de quelque chose de très foncé, quelque chose de très clair, il faut à chaque fois aller un petit peu sauter marche par marche, ton sur ton, voilà, du foncé vers le clair, du clair vers le foncé, faire certes des allers-retours, mais à chaque fois des allers-retours doux, hein, en se déplaçant de façon douce, pas en sautant, d'accord? Alors, voyez, des allers-retours. Là, je reviens maintenant avec une redensification. Je suis passé à des tons noirs, beaucoup plus foncés, et je vais apporter encore du dessin, mais avec du foncé. Ça se voit pas si bien que ça sur ma peinture là, parce que l'image est un peu petite, mais vous verrez ensuite, je vous montrerai une image agrandie des choses. Donc, voilà, je reviens, je disais, à la définition. Entre-temps, j'avais également effectué cette baguette qu'il tient. Ces choses qui sont comme ça en surimpression, si je puis dire, qui sont faites par-dessus. Il ne s'agit pas de les faire en tout premier, puis d'aller autour de ces éléments-là. Il faut poser la couche qui est en dessous, puis ensuite inscrire, dessiner quelque chose de façon assez simple comme ça, sur un fond qui est déjà effectué. Je reviens sur le loup, maintenant avec toujours ce ton un petit peu plus foncé. Vous voyez, je suis allé du foncé moyen vers un foncé plus foncé, je suis allé d'un clair moyen vers un clair très clair. Bientôt, je vais passer à la neige et au clair très clair après avoir effectué un certain nombre de définitions sur les branches, à l'arrière-plan. Voilà, je passe un petit peu, c'est quasiment la même couleur que le loup, vous voyez, et puis c'est assez maigre toujours. Hein. Un maigre plus un autre maigre égale quelque chose de dense. Hein. Il n'y a pas que quelque chose de très empâté qui fait dense, les couches font de la densité également et font donc forcément de la définition et du détail. Voilà, là je reviens un petit peu dans l'édition du loup. Je ne me suis pas beaucoup attardé sur le loup. Je ne pouvais pas résister à la tentation de lui faire sa petite langue un peu rougeâtre. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de détails sur le loup. Je ne le voyais pas d'ailleurs assez bien sur ma reproduction. Je reviens également en étant un petit peu plus demi-ton comme ça. Le vêtement, il n'est pas tout foncé, tout noir. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui se passent dans la pénombre, si je puis dire. Donc je reviens un petit peu là-dessus. Il y a des endroits où il faut densifier, donc il faut qu'il soit plus profond, puis d'autres endroits où il faut qu'il soit un petit peu plus variant, un tout petit peu plus clair. Ça y est, on va passer à la neige. Et la neige, elle n'est pas blanche-blanche. Faites très attention. Ça, il y a des endroits où elle est plus jaunâtre, d'autres endroits où elle est plus rougeâtre. Et alors, même dans l'illustration, il y a une question de présence de certains éléments. La neige, c'est épais, donc on va même là être un petit peu plus épais. Puis n'oubliez pas, on en avait déjà parlé, plus c'est clair, généralement plus c'est épais. C'est les accents clairs qui vont être épais. Je vais également affleurir vraiment la figure. Très souvent, ce qui se passe dans la peinture en général, dans l'illustration également, c'est que à côté, vous verrez, je prendrai ensuite un petit pinceau, c'est qu'à côté de la forme, deux formes qui se jouxtent, parfois il y a comme ça, comme quelque chose d'un petit peu très dessiné, très incisif entre les deux formes, d'un peu précis. Autour du vêtement, on aura quelque chose d'un petit peu plus précis que je ferai avec un petit pinceau. Ça me permettrait également d'aller autour du loup, des oreilles, de la langue, des pattes, etc. pour redégager le loup par un système donc de réserve. Voilà, je le fais maintenant, regardez. C'est même un petit peu plus clair, hein. Vous avez vu? C'est plus clair toujours cette espèce d'accent qui jouxte l'accent, ou plutôt la ligne du vêtement, du loup, etc. Comme ça, les formes se détachent mieux. À pratiquer, évidemment, avec une certaine retenue, parce que parfois, ça peut faire trop découpe. Je varie le coup de pinceau, là. Vous voyez, là, j'avais posé déjà un certain nombre de choses de façon presque un petit peu impressionniste. Il ne s'agit pas de faire ça au rouleau. J'ai presque terminé, hein. Il s'agira ensuite de laisser quelques petits accents. Vous voyez, c'est très important de passer un petit peu derrière les choses comme ça, de les redégager toujours par ce système de réserve. Je vais autour du bâton un petit peu, je vais autour des vêtements, je vais rentrer dans les petits interstices, les fameuses zones interstitielles. Je vais mettre des accents, un petit peu d'accent sur le visage. Je trouvais que j'ai un petit peu exagéré sur le visage, mais enfin bon, c'est pas grave, ça le dégage un petit peu plus en lumière comme ça. Vous voyez là, c'est un peu trop là pour le menton. Bon, ça marche quand même pas trop mal. Que des petites touches. On n'est que au petit pinceau à part pour la neige. On promeut ce qui se passe. Là, les toits, je vais essayer de les définir un petit peu plus. Je reviens quand même un tout petit peu sur le loup, sur les accents un petit peu plus clairs.
Ça, on reste dans les grilles. Vers la fin, une palette, elle se bordélise vers la fin. Mais c'est à la fin donc qu'on va utiliser des tons extrêmement locaux. Tout à la fin, quand on pose des accents, il s'agit vraiment d'avoir plusieurs pinceaux à sa disposition, de bien les nettoyer entre chaque couleur parce qu'on va sauter d'une couleur à l'autre. Il ne s'agit plus de poser en mode un petit peu scanner comme ça, des tons un peu partout et puis d'augmenter le tout. Maintenant, il s'agit vraiment d'être entre guillemets local et d'agir localement. On est à cette étape-là, l'étape de la toute finition, on agit localement. Hop, et je saute sur une couleur que je n'avais pas encore faite, parce qu'il y a un retour un petit peu sur le ciel. Et regardez, alors j'ai sali un petit peu mon violacé. Attention de ne pas être trop saturé sur le violet du ciel. La meilleure façon d'arriver à une couleur, et faites très attention à ça, c'est d'abord de refaire plus ou moins la même couleur qui est déjà présente sur votre tableau. Si vous voulez bien réussir des jonctions sur le ciel, ce ciel assez difficile dans une couleur, une espèce de couleur violet assez chaude, il faut d'abord trouver la couleur de départ et puis ensuite éventuellement la modifier légèrement, là où il faut la modifier ou la densifier. Mais d'abord il s'agit de trouver la bonne couleur. Je descends également un petit peu cette ligne d'horizon, cette ligne de séparation entre le sol et le ciel, puisqu'elle était un petit peu plus basse. Et à la fin, je vais mettre un petit accent sur ma lune, histoire de la faire bien briller. C'est du jaune avec un tout petit peu plus de blanc, et voilà. Alors vous pouvez aller encore un petit peu plus loin, je vous y invite d'ailleurs, mais voilà le principe. On a sauvegardé tout ce qui était là précédemment, et on a promu l'ensemble de la composition. Voilà, je vous donne l'ensemble et puis quelques détails. Je vous rappelle donc qu'il s'agit effectivement de promouvoir ce qui était présent, de ne pas corriger grand-chose à part bouger quelques millimètres à droite à gauche, faire quelques petites rectifications. La plus grande rectification que j'ai faite ici, c'était d'abaisser la ligne d'horizon pour vous dire. Donc c'est une promotion en détail et en définition. Pour ce qui est des couleurs, je vous renvoie à nos tutos précédents. Comme à chaque fois, quand on est à une étape, il faut regarder les tutos de l'étape précédente. À vous de jouer. Bye bye.